Bienvenue dans les Goûters de l'Histoire, un rendez-vous mensuel proposé par les archives départementales de l'Hérault. Nous donnons la parole à des historiens, à des romanciers, à des érudits locaux ou encore tout simplement à des amoureux des archives qui viennent présenter leurs découvertes, leurs dernières recherches. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité hors norme, le général Eléric Irastorza. Il a été le chef d'état-major de l'armée de terre et a présidé la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette connaissance aiguisée du domaine militaire et cette expérience unique à la tête du dispositif créé par l'État pour commémorer la Grande Guerre sont deux atouts essentiels pour saisir les spécificités de ces années terribles qui ont façonné le monde dans lequel nous vivions. Dans le livre intitulé « La tranchée des poncifs, les mythes de la Grande Guerre décryptés », Eléric Irastorza nous apporte son éclairage unique sur cet événement traumatique. Il aborde une trentaine de poncifs qui sont au cœur de son intervention. Avant de lui céder la parole, je tiens à souligner que tous les droits d'auteur de ce livre sont reversés à une association qui soutient les blessés de l'armée de terre et les familles des soldats tués lors des opérations extérieures. Bien, bonjour. Nous allons passer une petite heure ensemble pour évoquer la Grande Guerre. Nous en avons beaucoup entendu parler entre 2014 et 2018. Et puis on pourrait penser que finalement maintenant, un siècle plus tard, il n'est plus utile d'en parler. Et pourtant, Dieu sait si le premier conflit mondial a été structurant pour notre pays et a été structurant pour la planète. Les jours dramatiques que nous vivons en ce moment en sont encore une traduction. On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit, on a beaucoup photographié, on a beaucoup filmé, on a reconstitué. Et la vraie question qu'il convient de se poser, finalement, parce qu'elle est fondamentale pour un citoyen responsable dans un pays, c'est quel regard porter sur l'histoire que nous avons apprise. Pas forcément à l'école, mais aussi à travers les médias, à travers nos lectures, à travers ce qui nous a été, disons-le clairement, rabâché tout au long de ce centenaire. Pour bien comprendre, il faut d'abord se persuader que l'histoire est un moyen d'éducation citoyenne absolument étonnant. C'est un moyen d'éducation structurant. Car comment peut-on préparer son avenir et l'avenir des siens sans avoir une claire connaissance du passé? Dans ce domaine-là, la critique est toujours facile. Je crois qu'il faut se fixer un certain nombre de règles d'or. Les faits sont intangibles, ce qui ne signifie pas que le jugement que l'on peut porter sur les faits ne puisse pas être divers, ne puisse pas être multiple, qu'on ne puisse pas en avoir des lectures différentes. En revanche, que l'on ait la tentation de distordre le fait pour arriver à des conclusions n'est pas acceptable. Voilà. Alors, je connais bien la Grande Guerre, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet depuis de très nombreuses années, et j'ai parfois été surpris par tout ce que j'ai lu, entendu au cours de ce cycle mémoriel le plus long que nous ayons vécu. Je vais m'interroger avec vous sur un certain nombre de lieux communs, ce que j'ai appelé des poncifs, que j'ai rassemblés dans un livre, un certain nombre de poncifs qui n'étaient pas tous anodins, parce qu'en fait, ils sont aussi porteurs d'un message qui est soit d'atténuer les responsabilités, soit de les grossir, qui est de préparer la paix en minimisant le rôle des uns et des autres, etc., etc. Mais à un siècle de là, nous sommes capables aujourd'hui de faire la part des choses. Est-ce que c'est ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant? Alors nous allons survoler, dans mon livre il y a une trentaine de poncifs, plus un, que j'appelle le poncif des poncifs, les relations entre le politique et le soldat pendant la Grande Guerre, voilà, qui est vraiment presque le cœur du débat. Et puis je vous propose d'en survoler très rapidement une quinzaine qui seront finalement, et ce sera finalement une invitation
à approfondir le débat en lisant mon livre ou en allant vous informer à d'autres sources, bien évidemment. Alors la première chose qu'on a entendue sur la Grande Guerre, c'est, mon Dieu, les militaires en 14, ils n'ont même pas vu venir l'invasion par les Allemands. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Alors d'abord, il faut se souvenir d'une chose, c'est que c'est la géographie qui commande. Et en France, la géographie, elle commande depuis la nuit des temps. Il y a 5 portes pour rentrer en France. Il y a la vallée de la Sambre, ensuite l'Oise, c'est la première flèche noire en haut. Tout de suite à côté, vous avez la Meuse à remonter tranquillement, voilà, jusqu'à Verdun. Ensuite, vous avez Stenay, qui sera aussi célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. Ensuite, vous avez la Trouée de Charmes au sud de Nancy, et enfin la Trouée de Belfort. Tout ça est connu. Comme je le dis souvent, même les chevaux connaissent le chemin depuis la nuit des temps, quoi. Il n'y a vraiment aucun effort d'imagination à faire. Donc le chemin est tracé. Ensuite, si la géographie commande, c'est le politique qui décide. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et en 14, le politique avait une double obsession, celle de préserver la neutralité avec la Belgique, dont dépendait, bien sûr, le fait que nous puissions avoir les Anglais à nos côtés si d'aventure les Allemands venaient à nous attaquer. On ne pouvait pas porter la responsabilité du déclenchement du conflit. On a même ordonné aux troupes, finalement, quelques jours à peine, le 30 juillet 14, quelques jours à peine avant le déclenchement des hostilités, on les a invités à reculer à 10 km de la frontière. Mais à ce moment-là, c'était la frontière du traité de Francfort, c'est-à-dire que la frontière, elle était à 20 km de Nancy. En reculant à 10 km, on est à 10 km de la place Stanislas. On perd en profondeur stratégique et ce terrain-là, il va falloir le reconquérir. Alors les stratégies sont un peu là aussi, relèvent d'une responsabilité plus partagée. Ce n'est pas un sujet d'école de guerre dans le cas présent, c'est un problème de CM2. C'est très simple. À ce moment-là, une division couvre 4 km, il y a 600 à 700 km de frontières à peu près en ligne droite. Mathématiquement, il faut 150 divisions, on en avait 75. Alors soit on les étalait et on se faisait enfoncer là où l'Allemand déciderait de porter l'effort, soit on les mettait toutes au même endroit, et puis en espérant que finalement la neutralité de la Belgique soit préservée. C'était quasiment intangible. Alors, bien sûr, le général Michel, en 1911, a levé le doigt au cours d'un conseil de défense en disant « Mais attendez, on serait quand même bien inspiré de déployer quelques troupes au large de la Belgique. » Il a été relevé de ses fonctions, traité d'incapable en Conseil des ministres, ce qui n'est pas rien quand même par M. Messimy. Et puis voilà, les choses en sont restées là et on a abouti au plan 17 que tout le monde connaît. Il respecte la neutralité de la Belgique, il se déploie en gros entre la Meuse de Dinant et puis la frontière suisse. Tout le monde y trouve son compte, les civils ont décidé, les militaires les y ont aidés très clairement. Voilà. Alors les choses ont très mal commencé, tout le monde le sait. Et bien sûr, le premier été a été particulièrement sanglant. Le reproche en a été fait aux militaires, bien évidemment, avec cette insertion majeure qui est de dire les militaires ne pensaient qu'à l'offensive. Donc quand les Allemands sont passés à l'attaque, eh bien nous sommes aussi passés à l'offensive, et il s'en est suivi un massacre épouvantable, ce qui est une réalité incontestable. Oui, l'offensive a été prônée à l'école de guerre par le maréchal Foch, à ce moment-là, général Foch. Elle a été théorisée en 1911, mais d'expérience, même aujourd'hui, quand quelque chose est théorisé à l'école de guerre, avant que ça arrive dans les régiments, il faut du temps. Il faut du temps. Voilà. Et puis, n'évacuons pas dans ce choix-là, qui est un choix quand même, à la limite entre stratégique et tactique, une responsabilité politique. Adolphe Messimy, qui était déjà ministre de la guerre, venait de nommer les généraux Joffre, Dubail, Castelnau, est un peu plus clair. Il dit avec ces 3 généraux, dont l'activité égale la compétence, je m'efforcerai de développer la doctrine de l'offensive dont nos armées commencent à s'imprégner.
Quand un ministre dit « je », c'est qu'il porte cette réforme. Il dit « je m'efforcerai ». Et dont nos armées commencent à s'imprégner. Nous sommes, à ce moment-là, en 1911. Et en 1912, le président de la République, M. Fallières, qui passe pas pour un va-t-en-guerre, écrit « Nous sommes résolus à marcher droit à l'ennemi sans arrière-pensée. L'offensive convient au tempérament du soldat français et doit nous assurer la victoire à condition de consacrer à la lutte toutes nos forces actives, sans exception. » Voilà, une fois de plus aussi, la Furia Française devra pallier les faiblesses en matière d'équipement, nous y reviendrons. Et puis le règlement de 1913 écrit lui-même ce truisme. Seule l'offensive parvient à briser la volonté de l'adversaire, la défensive ne donne jamais la victoire. Alors on dit oui, mais c'est un règlement militaire. Non, attention, les règlements militaires procèdent tous de nos règles de droit. Et en cas présent, c'est un décret. C'est un décret. Voilà. Alors le choc entre les deux mobiles sera abominable, nous le savons. Alors on vient dire, mais ça s'est très mal passé en plus parce qu'on n'avait pas d'artillerie lourde. Les Allemands nous ont écrasés avec leur artillerie lourde et nous n'en avions pas. Ah bon? Tiens, c'est étonnant ça. En fait, il y avait une certaine logique entre l'offensive à outrance et puis le fait que nous ayons l'artillerie d'accompagnement, le fameux canon de 75, qui est une belle arme. On en avait 4000, hypotractés, mobiles, qui tiraient vite et loin, enfin loin raisonnablement, 6 km, qui avait une trajectoire très tendue, ce qui serait un défaut, et un calibre qui était un petit calibre, un 75 mm. Hein, c'est en gros une bouteille d'1 litre d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Pas besoin d'artillerie lourde. Oui. Mais quand on regarde bien, après la victoire de 70, après la défaite, la victoire allemande de 70, et donc notre défaite de 70, la France a finalement, dans la tradition de Vauban, bétonné la frontière. Alors on a construit 212 forts, comme celui qui est sur la diapo. On en a fait de Dunkerque à Nice. Pourquoi Nice? Parce qu'avec les Italiens, on n'était jamais trop sûr. Et puis voilà, il y avait une première ligne, une deuxième ligne, et on avait fortifié Paris. Mais dans ces forts, on avait à peu près 3000 canons lourds. Voilà. 3000 canons lourds, et rien qu'autour de la place de Paris, on avait 1 millier de canons. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux armées à ce moment-là. On avait une armée de manœuvre qui était aux ordres de Joffre, et une armée de forteresse qui est restée aux ordres du ministre jusqu'à l'été 15. C'est 820 000 hommes qui ont été mobilisés dans les forteresses et qui manqueront sur le front. Et puis c'est surtout, avec des pièces de moindre calibre, en gros 4000 pièces qui manqueront. Alors on dit oui, mais c'était des vieux canons. Non, non, non. Un vieux canon, c'est toujours une idée d'après-guerre. Avant-guerre, un canon peut toujours durer. Un char peut toujours durer. Il n'y a qu'après-guerre, on dit c'est peut-être un peu vieux. Et puis l'obus, quand il explose, on ne fait pas la différence entre un vieil obus et un obus récent. Il explose de la même façon. La cadence de feu était plus lente. Mais c'est des canons, comme celui qui est sur la diapo, là, qu'on retrouvera sur le front russe, en 1944, encore, avec les Allemands. Voilà. On peut s'en étonner. On peut faire le reproche ensuite, on fera le reproche à Joffre d'avoir sorti justement un certain nombre de ces canons des forteresses de Verdun. S'il n'avait pas fait, comme Castelnau l'a fait devant Nancy pendant la bataille du Grand Couronné, il est probable qu'on aurait été enfoncé à un moment ou un autre, fin 14 ou début 15. Voilà. Vous savez, ça a toujours été un concept de la pensée stratégique française, une forteresse, et entre les forteresses, ou en appui des forteresses, quelque chose de plus mobile, c'est ce que j'appelle le bastion et la voltige. On en a toujours une lecture tout à fait différente et moderne aujourd'hui entre le bastion nucléaire et une force appelée à défendre nos intérêts au-delà de nos frontières. Alors bien sûr, comme à chaque fois, ça c'est toujours facile, les équipements étaient dépassés. C'est toujours un peu vrai. C'est toujours un peu vrai,
Mais les armées font avec les budgets qui sont votés. Alors celui qui n'a pas entendu parler du pantalon rouge pendant le cycle mémoriel, c'est vraiment qu'il l'a fait exprès. Tout le monde en a parlé, ce pantalon rouge, les pauvres soldats, pris en... Bon, d'abord, quand on s'est couché derrière une mitrailleuse, déjà, que le pantalon soit rouge, bleu, vert, etc., au bout de 2-3 jours, il ne l'est plus trop, et puis ça ne se voit pas trop, quoi. Voilà. Si on revient au premier jour de la bataille de la Somme, quelques années plus tard, lorsque les Anglais passent à l'attaque, le soir, ils ont 60 000 casualties, c'est-à-dire 20 000 tués et 40 000 blessés, probablement sur les 20 000 tués, 10 000 tués au cours des 10 premières minutes. Il n'y avait pas de pantalon rouge. Voilà. Cela dit, on ne change pas les uniformes comme ça. Ça coûte beaucoup d'argent. On a fait des essais qui n'ont pas suscité l'enthousiasme du ministre, qui n'ont pas suscité l'enthousiasme de la foule. Le ministre Eugène Etienne, ministre de la guerre du gouvernement d'Aristide Briand en 1913, déclare « Mais attendez, le pantalon rouge, c'est la France. » Voilà, c'est la France. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors après, on peut parler du casque. Oui, au début, on n'avait pas de casque. Les Allemands non plus. Ils avaient une espèce de casque en cuir bouilli, avec cet appendice pointu qui sert à détourner en fait les coups de sabre. Et nous, on avait une casquette un peu écrasée, style guerre de sécession. On mettait dessous, pour ceux qui le voulaient bien, ce qu'on appelait une cervelière, une espèce de petite calotte en tôle. En fait, on faisait le café dedans, ou la cuisine. Et on a eu un casque en 1915, et les Allemands un casque en 1916, avec ces particularités d'avoir 2 petits boulons de part et d'autre qui permettaient de rajouter un appendice frontal qui renforçait le blindage. Côté mitrailleuse, ça se valait, et on avait le même nombre que les Allemands à peu près, hein. Le même nombre que les Allemands, 5000 de chaque côté. Mais là, vraiment, il y avait une grosse distorsion en termes d'emploi. Les Allemands les utilisaient en première ligne et nous, on les utilisait comme arme d'appui. La différence, cette fête-là, il ne faut pas le dénigrer. Alors la bataille commence. De Gaulle dit Joffre ayant mal engagé l'épée, il fut heureux qu'il sut garder l'équilibre. En gros, on se rétablit sur la Marne. Alors la Marne, bien sûr, aujourd'hui, on aime bien ça en France. Mais qui est donc le vainqueur de la bataille de la Marne entre les joffristes, les galliénistes, etc., etc. Qui, le premier, a vu les Allemands tourner le 3 septembre 14, infléchir leur marche, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de discussions, surtout après l'ouverture des archives des renseignements, et en particulier des interceptions électromagnétiques qui commençaient à exister. Et on écoutait les Allemands et on était informé du fait qu'ils infléchissaient cette ligne. Alors on a dit ils ont commis une erreur. Non, ils n'ont pas commis d'erreur. Ils n'ont pas commis d'erreur parce que dans la pensée stratégique et tactique allemande, c'est très clair. Le but, ce n'est pas le terrain, le but, ce n'est pas l'objectif de terrain, le but, c'est la destruction de l'armée adverse. Et à partir du moment où nous, en nous repliant, on évite Paris par l'Est, ils suivent le mouvement. Ils suivent le mouvement de façon désordonnée, en se désunissant, ce qui fait que finalement, on pourra les prendre de flanc. Mais Joffre était à ce moment-là le commandant en chef. Il avait une vision globale du front. Il a pu retirer à l'Est un certain nombre de divisions et de corps d'armée pour les ramener à l'Ouest et renforcer la 6e armée et pouvoir finalement remporter la bataille de la Marne. Alors on me dit, mais la bataille de la Marne, finalement, elle s'est remportée sur la Marne. C'est un peu faux. C'est un peu faux parce qu'elle est indissociable de tout le reste du front. On s'est battu partout. Quand on dit les Allemands sont passés par la Belgique, non, mais ils ne sont pas passés. Oui, bien sûr, ils sont passés par la Belgique, mais ils sont passés partout. Ils sont dégringolés sur la France par toutes les portes de la France que j'évoquais au début de cet exposé. Et la bataille de la Marne, elle a été remportée à Mondement, c'est très clair. C'est là qu'on avait célébré, commémoré la bataille de la Marne avec le Premier ministre de l'époque. Mais elle a été gagnée aussi à Troyon, ce petit fort qui a évité à la place forte de Verdun de se faire encerclée, en fait. Elle a été gagnée à la Trouée de Charmes, qui a évité aux armées, aux 6e et 7e armées allemandes de faire leur jonction. Elle a été gagnée au Grand Couronné, au col de la Chipote. En fait, elle a été gagnée par le soldat français. Voilà. Alors Joffre, tout le monde le sait, disait « Je ne sais pas où nous avons gagné la bataille, mais je peux vous dire où nous l'aurions perdu. » Alors d'abord, il disait « Je peux vous dire qui l'aurait perdu. » C'était lui. Et puis, où nous l'aurions perdu, c'est à Mondement. Il est sûr que si on avait lâché à Mondement, on l'aurait perdu à Mondement. On aurait pu perdre. Alors, bien sûr, les taxis de la Marne, dans tout ça. L'histoire est belle. L'histoire est belle, elle a traversé le temps.
Elle a marqué les esprits parce que c'est la première fois qu'on recourait à la réquisition de masse comme ça. Tous ces taxis rassemblés. Bon, on a déplacé quelques milliers de soldats, entre 3 et 5 000, qui ne sont pas arrivés là où il fallait la première fois, qui sont arrivés un peu en retard la deuxième fois. Bon, voilà, la bataille était quasiment terminée. Il y avait 1 million d'hommes opposés à 1 million d'hommes. Voilà. Ce n'est pas en injectant 3 000 hommes un peu tardivement dans la bataille qu'on allait faire basculer les choses. Mais l'histoire est restée comme ça parce que les chauffeurs de taxi, qui n'ont d'abord eu comme première préoccupation que de se faire payer leurs courses, étaient de raconter partout dans les cafés qu'ils avaient entendu la bataille, les obus, le machin, le truc, etc. Puis que les Allemands n'étaient pas loin. Voilà, donc c'est resté dans les esprits. Alors, autre poncif, là aussi dont on a le secret, mais qui est plus lourd à porter parce qu'il est structurant pour notre histoire nationale, c'est qui est le vainqueur de Pétain, qui est le vainqueur de Verdun, pardon, entre Pétain et Nivelle. Il faut savoir que Verdun, c'est la première fois en 16 que les Allemands passent à l'offensive. Le 21 février, ils attaquent. Nous, on prépare pour l'été une grande offensive franco-britannique sur la Somme. Ils nous prennent de vitesse, ils attaquent sur Verdun. Pourquoi Verdun ? Parce que Verdun, symboliquement, c'est puissant, mais surtout pour eux, c'est commode. Parce que la grande garnison de Metz est à proximité, elle est bien desservie par des réseaux ferrés, etc. Alors que Verdun, depuis que Saint-Mihiel a été pris, n'a plus qu'une petite voie ferrée, qu'on appelle le Meusien, et une deuxième voie ferrée qui arrive de l'ouest et qui est en fait sous le feu de son artillerie, à peu près à hauteur de Vauquois. Voilà. Donc eux ont tous les moyens ferroviaires et routiers pour amener des troupes sur le front. Nous, dans ce domaine-là, nous sommes bien démunis. Et puis, il faut bien reconnaître que la place forte n'est pas en situation de défense à un niveau qui aurait peut-être permis d'éviter l'enfoncement initial. Toujours est-il que les soldats résistent. La région fortifiée de Verdun a failli s'effondrer. On y envoie Pétain. Pétain est au repos avec l'état-major de la deuxième armée. On le récupère, on l'envoie là-bas. Son grand mérite, et devant l'histoire, c'est quelque chose qui est indiscutable, c'est qu'il a remis de l'ordre dans le désordre, en évitant vraiment un effondrement du front. Mais pour le reste, on continue de reculer. Et il y a un problème, c'est que dès le 11 mars, et c'est probablement une des premières intrusions des médias dans la conduite de la bataille, l'Illustration, qui est le Paris Match de l'époque, en fait déjà finalement le sauveur de la France. On fait le sauveur de la France. Je vous ai mis le petit extrait ici. Alors d'abord, on a un Pétain royal en pleine page. Hein. Il a assumé depuis fin de février des responsabilités plus graves encore. Et l'opinion, et l'ordre des mots est important, l'opinion, comme le gouvernement et le haut commandement ont mis en lui toute leur confiance. Le peuple a confiance. Donc le gouvernement a confiance et les militaires suivent le mouvement. Voilà. Les choses sont très claires. C'est-à-dire on recule, et là, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, on va le changer. Mais attendez, on vient de le présenter comme le sauveur de la France, pour l'enlever, c'est compliqué. Alors on va le faire à la française, on le nomme au niveau supérieur, qui est le groupe d'armée centre, qui est à Bar-le-Duc, qui correspond plutôt à un niveau d'inspection générale que de commandement, l'état-major de la deuxième armée étant rattaché directement à l'état-major général. Voilà. Pétain ne se trompe pas d'ailleurs. Il est nommé le 2 mai à ce commandement et il dit au ministre « Vous voyez en moi un général qui vient d'être relevé de son commandement. » Donc lui, il écrit. Donc lui, il n'y a aucun doute dans son esprit. Voilà. Il est remplacé par Nivelle, le général Nivelle qui avait attiré l'attention d'autorités politiques à l'occasion de visites sur le front. Et petit à petit, il reprend le terrain, presque tout le terrain qui avait été perdu initialement. Voilà. Nivelle, on y reviendra tout à l'heure, a été rayé de notre histoire nationale. Donc finalement, des deux vainqueurs de Verdun, mais il n'en restera qu'un. Le premier, celui qui a encaissé le choc initial, qui a mis la région fortifiée de Verdun en ordre de bataille, ou du moins évité l'effondrement, en mettant de l'ordre dans le désordre, je l'ai déjà dit. Et puis Nivelle sera balayé l'année suivante.
Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que la question qu'il faut se poser, c'est comment Pétain est-il apparu quelques années plus tard comme le sauveur de la France face à une nouvelle épreuve? D'abord, il était servi par une santé de fer. Vous voyez, tous les autres maréchaux de la Grande Guerre sont morts avant lui, à l'exception de Franchet-Desperrey, mais qui s'était bien gardé de faire de la politique. Voilà. Et il est apparu rapidement comme l'ultime recours dans un pays au bord du gouffre. Je rappelle, le 14 juillet 1940, les Allemands sont à Paris. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne et Albert Lebrun, président de la République, nomme Pétain. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que le 10 juillet, 357 députés, 212 sénateurs lui votent les pleins pouvoirs. Ils en font à 84 ans. C'est ça dont il faut se souvenir. Le chef d'État le plus âgé qu'ait jamais connu ce pays. Charlemagne est mort à 72 ans et Louis XIV à 77. Voilà. Le 11 juillet, Albert Lebrun a été écarté du pouvoir. Vous connaissez tous le mot de De Gaulle. Au fond, comme chef d'État, deux choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Voilà. Cela dit, cette image du vainqueur de Verdun sera habilement polie pendant l'occupation par le régime de Vichy. Maréchal, nous voilà. On parle avec tendresse du héros de Verdun, te sauve la patrie une seconde fois. Maréchal, nous voilà. Jules Puech, en 1943, ancien combattant de Verdun, qui a écrit un livre qui s'appelle Saleté de guerre, qui a été publié par Rémi Casal, lui écrit et lui dit, il termine sa lettre en disant « Combien cruelles furent les destinées en prolongeant votre vieillesse ». Je crois que tout s'est dit dans cette phrase ciselée. Alors après, mais les chiffres, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, méritent d'être rappelés, parce que ce pays a traversé des épreuves épouvantables dont il faut se souvenir. Et il les a surmontées. Il les a surmontées dans l'unité, il les a surmontées dans la douleur, c'est très clair. D'abord, la chose dont il faut se souvenir, parce qu'on l'a répété à l'envi, est-ce vraiment l'année 17 qui fut la plus meurtrière de la Grande Guerre? Vous allez voir que c'est faux. D'abord, le bilan total, c'est triste, c'est 1 438 000 morts, dont 56 000 après l'armistice. C'est-à-dire qu'on continue de mourir de la guerre une fois la guerre finie. Pendant 1561 jours, 52 mois, c'est 885 morts par jour. On imagine aujourd'hui la speakerine, hein, encore 880 tués aujourd'hui. Non ? Sur un pays de 39 millions d'habitants, 4 millions sont au front, pas au front, aux armées en permanence. Au front, un peu plus de 2 millions, 2,5 millions. Ce qui fait que sur la période, ça fera 8 millions de Français qui seront passés aux armées. Pourquoi? Parce qu'il a fallu remplacer les tués, il a fallu remplacer les tués, donc ça fait à la fin 1,5 million, il a fallu remplacer les prisonniers, environ 500 000, on est déjà à 2 millions, et puis il a fallu remplacer presque 2 millions de blessés qui n'ont pas pu reprendre leur place au combat, sachant que vous avez des soldats qui ont été blessés plusieurs fois et qui sont repartis au combat. Voilà. C'est le bilan total. Alors après, année 17, oui, c'est une année sinistre. C'est une année sinistre parce que la guerre dure sans avancée notable depuis la stabilisation du front. Voilà. C'est une année où la lassitude est à son paroxysme dans les troupes. Mais c'est une année aussi où se développe à l'Est un discours pacifiste, nouveau, et qui vient travailler aussi nos soldats. Quand on regarde, c'est très clair, l'année, si on ramène ça en jours, parce qu'il faut le ramener en jours, l'année la plus meurtrière, c'est l'année 14. D'août 14 à décembre 14, nous sommes à 2000 tués par jour. Par jour. Voilà. Ensuite, c'est 15. On est à 1 millier par jour, 2 fois moins. Ensuite, c'est 718 par jour, 832 par jour. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était rien, je dis que c'était moins.
Quant à l'année 17, c'est nettement moins. 533 tués par jour. L'année 17 ne fut pas l'année la plus meurtrière du conflit. Et pourtant, il y avait eu la bataille du Chemin des Dames. Vous savez, quand on discute avec les familles, les parents, etc., on dit « Oh, grand-père, il parlait de Verdun », ça c'est sûr, tout le monde parlait de Verdun. Et puis après, il y avait, parce que c'était un peu exotique, passez-moi l'expression, il y avait les Dardanelles, un peu les Balkans, qui allaient marquer les familles, parce que c'était loin. Et puis, le Chemin des Dames. C'était l'horreur absolue. Oui, c'était l'horreur absolue, parce qu'on leur avait tellement promis que ça allait casser, et qu'on allait passer, que quand ça passe pas et que ça casse comme ça devient insupportable. On ne veut plus mourir pour rien. Et c'est quand même compréhensible. Voilà. Cela dit, les chiffres ont la tête dure. Voilà. Et si on regarde, la bataille la plus meurtrière du conflit a été la bataille de la Somme. En 141 jours, on est là encore à 1936 tués par jour. Perte que l'on partage 2 tiers pour les Anglais, 1 tiers pour nous. À Verdun, où nous sommes seuls, c'est 540 tués par jour. Et sur le Chemin des Dames, c'est la moitié. Mais là encore, je ne dis pas que c'est rien. Je dis que c'est moins. Voilà. Mais on a entretenu la mémoire du Chemin des Dames pour d'autres raisons. Parce qu'on y a associé les fusillés de la Grande Guerre. Cette bataille de trop, pour rien, a entraîné des mouvements d'humeur dans l'armée et des mutineries. Ces mutineries, à écouter les relations qui en sont faites, auraient été très sévèrement réprimées en fusillant un certain nombre de soldats pour l'exemple. Aujourd'hui, ces chiffres sont complètement bordés. Dès le début du centenaire, on a demandé au professeur Antoine Pro, qui est le maître en la matière, un rapport pour faire la lumière sur ça. Et les chiffres sont très clairs. L'année la plus meurtrière, pour des raisons simples, c'est qu'il fallait, dans une armée qui a pris de plein fouet une déflagration à laquelle elle ne s'attendait pas lors de la bataille des frontières, il fallait maintenir la cohésion des troupes. Donc on est là à 206 fusillés, 41 fusillés par mois. Voilà. Alors les chiffres, vous les avez. Et finalement, l'année 17, c'est 7 fusillés par mois, dont 28 mutins. Donc ça veut dire que tous les fusillés n'ont pas été des mutins et tous les mutins n'ont pas été fusillés. Voilà. Et en 18, on est à 14 fusillés, 1 par mois. Alors la lecture qu'en font beaucoup, c'est de dire oui, mais, j'y reviendrai à la fin, les militaires s'étaient accaparés tous les pouvoirs au début de la guerre, et la reprise en main des militaires par le politique, au cours du conflit, a conduit à cette atténuation de la sévérité de la rigueur militaire. Voilà. C'est clairement discutable, bien évidemment. Il n'y a pas eu d'abandon. Il n'y a pas eu d'abandon, ou plutôt il n'y a pas eu de captation des pouvoirs par les militaires au début de la guerre. Il y a eu un abandon des pouvoirs. Voilà. C'est assez simple. Quand on regarde, la défaite a été évitée de justesse. Le pays a donné de plus en plus de pouvoir, et en particulier de pouvoir de justice, aux militaires. Déjà, le règlement de discipline prévoyait, avant-guerre, et je rappelle que les règlements prévoient, que ce que les règlements prévoient sont officialisés par la loi. C'est très simple, c'est les officiers et les sous-officiers ont le devoir de s'employer avec l'énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur place par tous les moyens les militaires sous leurs ordres. Au besoin, ils forcent l'obéissance. Voilà. C'est l'article 121 de la loi du 2 décembre 1913. On est à 8 mois du déclenchement de la guerre. Pendant toute la durée de la guerre, les militaires resteront subordonnés au pouvoir politique. Un pouvoir politique qui s'est dessaisi de ses pouvoirs constitutionnels. Petit à petit, voilà. Jusqu'à finalement décréter que si les nécessités de la discipline et de la défense nationale vous paraissent exiger impérieusement l'exécution immédiate des sentences, vous laisserez son libre cours à la justice sans m'en référer. Voilà.
Autre sujet sur lequel on revient, parce qu'on a une confusion entre la contribution des Américains à la Deuxième Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale. Alors heureusement que les Américains ont débarqué en 17. Alors c'est vrai, mais c'est faux, parce qu'ils n'ont pas débarqué. Autant ils ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages, autant en 17, ils sont arrivés par les ports. Ils sont arrivés par les ports progressivement au terme d'un long cheminement dont je retiendrai une étape, le 6 avril. Le 6 avril 17, où finalement le président Wilson demande au Congrès le vote de la reconnaissance d'état de guerre au nom du droit, de la liberté et de la démocratie. Le 6 avril, il faut retenir cette date parce qu'au même moment, vous avez le président de la République, le président du Conseil, les chefs d'état-major, un certain nombre de ministres qui sont réunis à Compiègne pour décider de l'offensive du chemin des Dames, qui est un secret de polichinelle, y compris pour les Allemands. À ce moment-là, Nivelle est mis en minorité, mais tout le monde admet qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'on sait très bien que le front va s'effondrer du côté russe et qu'à ce moment-là, les Allemands vont ramener leurs troupes à l'ouest et vont nous enfoncer. Voilà. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce jour-là, le pouvoir politique savait que les Américains entreraient en guerre à nos côtés, mais ce qu'ils savaient aussi, c'est qu'il serait très long à rentrer en guerre à nos côtés. Voilà. On regarde sur les courbes ici, l'engagement a été très progressif. Et finalement, ils ne sont que 200 000 le 1er janvier 18, 200 000 le 1er janvier 18, dont probablement 90 000 combattants seulement, le reste étant absorbé par les soutiens. Voilà. Donc c'est finalement peu de choses. Mais il y a confusion. Alors aussi, on va chercher, c'est secondaire. Mais c'est secondaire, quoique. On dit Foch n'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour être le commandant en chef, parce qu'il y a un moment, on s'est dit, bon, que les Anglais fassent leur guerre, je schématise, hein, fassent leur guerre dans leur coin et nous dans la nôtre, ça va pas aller, quoi. Et en 18, ce qui devait se produire s'est produit. La Russie s'étant effondrée, les Allemands ramènent leurs troupes à l'ouest et à ce moment-là menacent de nous enfoncer clairement. Il faut donc réaliser l'unité du commandement sous commandement français. Il y avait plusieurs prétendants, il pouvait y avoir Castelnau, il pouvait y avoir Pétain, bien sûr, il pouvait y avoir Foch. Et que dit Clémenceau dans tout ça? La phrase est à retenir. L'un me disait que nous étions fichus, l'autre qui allait et venait comme un fou dans les couloirs de Doullens voulait se battre. Je me suis dit, essayons Foch, au moins nous mourrons le fusil à la main. Attendez, c'est pas rien quand même. J'ai laissé cet homme sensé plein de raisons qui était Pétain, j'ai adopté ce fou qui était Foch, il dira après-guerre, c'est le fou qui nous a tirés de là. Voilà. Autre sujet qui fait débat, surtout depuis un an, hein, on est revenu un peu longuement là-dessus. Le sang des Africains a permis d'économiser celui des Français. En gros, plutôt qu'envoyer tuer des Français, on a envoyé tuer des Africains. Les soldats de l'Empire ont participé à la Grande Guerre, à peu près 569 000 à rapporter aux 9 millions de mobilisés que nous avons été. Voilà. Au départ, ce qu'on a appelé la force noire aurait dû servir en Afrique pour alléger les forces françaises qui, elles, pouvaient être engagées sur le territoire national. Et sous la pression, finalement, on en a augmenté le nombre et on les a impliqués sur le champ de bataille. C'était en gros 275 000 venaient d'Afrique noire et un peu moins de 300 000 venant du Maghreb. Voilà. Vous avez les chiffres ici. En métropole, on a eu nombre de tués pendant la guerre stricto sensu, 1 368 000, et des ressortissants de l'Empire, 70 000. Voilà. Je ne dis pas que c'est rien. Et je ne dis pas que les descendants de ces soldats-là, qu'ils soient aujourd'hui restés dans leur pays ou qu'ils vivent chez nous, n'aient pas à ressentir une certaine rancœur, voire une certaine fierté de ces sacrifices-là, bien évidemment. Mais il faut que les choses soient ramenées à leur juste proportion. Voilà. Il n'y a pas, dans cette affaire-là, d'intérêt à grossir le trait, ce trait noir,
sauf finalement quelques arrière-pensées politiques. Dans le même ordre d'idées, ce long cycle mémoriel a permis de rendre aux soldats français, et je l'ai dit au sujet de la bataille de la Marne, c'est le soldat français qui a gagné la bataille de la Marne, et c'est lui qui a gagné la Grande Guerre. Le soldat avec un grand S, c'est-à-dire que ça englobe le soldat, le sous-officier, l'officier. Et dissocier les deux, là encore, essentiellement avec des arrière-pensées, appelons un chat antimilitariste, etc., n'est pas bien raisonnable. Parce que quand on fait le décompte, c'est pas du tout l'image qui a été véhiculée pendant des années. Voilà. Alors bien sûr qu'il fallait honorer les poilus, mais il fallait aussi honorer leurs cadres. Je rappelle que sur le nombre de généraux, on arrive à 20% des généraux qui ont été tués. Voilà. Donc 43 au combat, les autres étant morts des suites de leurs blessures ou de maladies contractées au front, ce qui est le même mode de décompte que pour les soldats. Sur le monument aux morts de mon village à Castries, vous avez des soldats qui sont morts de maladies contractées au front dans leur lit à Castries. Voilà. Alors on ne voit pas pourquoi on ne compterait pas ça aussi pour les officiers généraux, les officiers et les sous-officiers. Les officiers, c'est 19%. Je rappelle que la moyenne est à 19,5%. Mais le pire, c'est les sous-officiers, qui ont été raillés pendant des années, etc. C'est 28% des sous-officiers ont été tués. Un tiers des sous-officiers ont été tués. C'est énorme. Et cette différenciation, j'ai envie de dire cette dissociation, est d'autant plus inique que là-dedans, on a très peu de gens de carrière. On a surtout des soldats qui ont progressé dans la hiérarchie au feu, comme on disait, de simples soldats à sous-officiers, voire officiers. Voilà. On a la moitié des élèves de Normal Sup a été tués comme officiers. Voilà. Alors je crois qu'il ne fallait pas dissocier ces gens-là. On le voit sur cette photo, c'est le geste symbolique du président de la République, accompagné d'un petit-fils de Maurice Genevoix et d'un descendant du lieutenant Porchon, finalement déposant un bouquet de fleurs au cimetière du Trottoir, aux Éparges, au pied de la croix qui est sur la tombe du lieutenant Porchon. Porchon, c'était le lieutenant, l'ami saint-cyrien de Maurice Genevoix. Voilà. Et je crois que c'était bien qu'il le fasse, parce que l'armée de la République est une. La République est une, elle est indivisible, et son armée est une et indivisible. Voilà. Autre pensif qui est assez insupportable, parce que derrière, il y a des arrière-pensées pour justifier la Seconde Guerre mondiale, c'est les destructions, après les destructions qu'on a infligées à l'Allemagne au cours de la Grande Guerre. Pas étonnant qu'ils aient eu envie de prendre leur revanche 21 ans plus tard. Mais j'ai envie de dire, mais quelle destruction! Mais quelle destruction! Alors on ne va pas revenir sur le traité de Versailles, etc., etc. On ne va pas revenir sur les sanctions financières qui n'ont jamais été honorées, ou si peu que c'est pas la peine d'y revenir. Voilà. Mais revenons simplement sur les destructions. Par amalgame, on met souvent en perspective, voilà, pardon, on met souvent en perspective la cathédrale de Cologne et puis celle de Soissons. Mais attendez, il y a une guerre d'écart. En Allemagne, je le rappelle, et il faut regarder cette carte-là, c'est le trait bleu, lorsque l'armistice sonne, nos armées, les armées françaises et alliées, sont sur le trait bleu. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas revenues sur la frontière du traité de Francfort, si ce n'est un petit peu au nord de l'Argonne, et on laissera 15 jours aux Allemands pour rentrer chez eux. Si on regarde à Verdun, ce qu'on appelle les jumelles d'Orne, qui sont deux petits mamelons à l'est du champ de bataille, les Allemands en sont partis le lendemain de l'armistice, l'arme à la bretelle. Voilà. En fait, le front a pivoté et on a laissé le temps aux Allemands de rentrer chez eux. Et ensuite, l'Allemagne a été partiellement occupée, initialement. Ensuite, il y a des gages qui ont été pris pour essayer de faire en sorte que les
les dommages de guerre soient payés, etc., etc. Mais on n'a pas infligé de destruction à l'Allemagne. En revanche, en France, en terre agricole, c'est l'équivalent de la Belgique, qui a été rendu inapte aux cultures le long de la ligne de front. C'est dans les 10 départements occupés, les industries pillées, les mines inondées, les arbres coupés, les puits empoisonnés. Et je ne parle pas, bien sûr, du traitement infligé aux populations. Alors il est sans doute abusif, pour certains, de dire s'il y avait tant de monde sur les routes en 1940, c'est qu'on se souvenait du traitement infligé par les Allemands aux populations occupées en Belgique et dans les 10 départements français du nord de la France, du nord et de l'est de la France. Un seul a été totalement occupé, les Ardennes, les autres l'ont été partiellement. Moi, j'étais en garnison à Lille, et quand on discutait avec les gens, ils disaient nos parents gardaient de l'occupation allemande de la Première Guerre mondiale un souvenir nettement plus pénible que de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. L'Allemagne n'a pas été détruite et il lui a été plus facile de renaître de ses cendres. Alors, les relations entre le politique et le soldat. Dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui encore, elles sont compliquées, elles sont complexes. Elles sont complexes parce que nous vivons dans une démocratie, elles sont complexes parce que l'autorité du pouvoir politique est incontestable. Voilà. Et elle n'a pas à être remise en cause. Voilà. De Gaulle disait, dans un livre, dans le fil de l'épée, je crois que c'était, les noms des hommes d'État et des grands chefs de la guerre récente resteront confondus en dépit de tout dans le souvenir de la victoire. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Beaucoup de messages officiels, Clémenceau, le père de la victoire, etc., etc., quelques hommes politiques, parfois les généraux oubliés. Il y a une raison à tout ça. Il y a toujours eu une défiance. Il y a toujours eu une défiance entre les uns et les autres. Vous savez, c'est le souvenir de Napoléon, je pense, de Bonaparte, plutôt dans son message au Directoire, après l'occupation de Venise. Le Directoire s'était un peu alarmé du fait que Bonaparte, petit général, prenne des décisions sans trop en référer à Paris. Alors on le tense. Alors il répond « Je vous avertis, et je parle au nom de 80 000 soldats, que les temps où les faiseurs de lois et autres misérables pipelettes envoyer lâchement les soldats à la guillotine sont révolus. » Alors évidemment, bon, il faut bien reconnaître que pour les hommes politiques à Paris à ce moment-là, ça a dû avoir un effet un peu alarmiste. Le général de Gaulle a été probablement un de ceux qui a le mieux théorisé ces relations. Ces relations, en particulier dans le fil de l'épée. Et il écrit « Ce défaut de sympathie réciproque chez le militaire et chez le soldat n'est pas essentiellement fâcheux. C'est un peu dans la logique des choses. Une sorte d'équilibre des tendances est nécessaire dans l'État, et l'on doit secrètement approuver que les hommes qui le conduisent et ceux qui en manient la force éprouvent les uns pour les autres quelque éloignement. » Voilà. Il écrit aussi « Aussi longtemps que la patrie n'est pas directement menacée, l'opinion publique répugne aux charges militaires ou aux charges d'autres natures. On le voit face aux épidémies qui nous frappent aujourd'hui, etc. Voilà. Tant que les choses vont bien, il n'y a pas de raison d'en faire plus. Cela dit, les militaires savent qu'un jour, ils auront à remplir les missions qui leur seront confiées. Donc il se fait pressant vis-à-vis du politique, qui lui n'a de cesse que de préserver la paix au nom d'un électorat qui l'a élu pour ça. Donc en fait, c'est très compliqué, et cette relation-là restera complexe, je pense, pour la nuit des temps. Alors je vais passer sur tout ce qui a pu être dit par les uns et par les autres. Vous retrouverez tout ça dans le livre par le menu. J'en retiendrai quelques phrases. D'abord, de Sailly. Parce qu'à ce moment-là, on aimait bien le mot était fort. On aimait bien
au cours des débats, envoyer des mots cinglants à la figure des gens, fussent-ils décédés. Lorsque Gallieni décède des suites d'une seconde opération de la prostate, Clemenceau dira « Veni, vidi, veci ». Ça a dû faire rire, je pense, autour de lui. Et Briand surenchérira « Ce fut une vessie que nous avons prise pour lanterne ». Je pense que ça a dû déchaîner l'hilarité également. Voilà. Cela dit, le 2 septembre, le gouvernement quitte Paris pour se rendre à Bordeaux. Joffre est un homme seul. Il est le seul à assumer les responsabilités très lourdes. Et lorsque le gouvernement reviendra à Paris, il n'aura de cesse, bien sûr, que de reprendre la main sur les militaires, ce qu'il fera progressivement. Voilà. En 16, après Verdun, les débats ont été très houleux. Un député dit « Je trouve que le gouvernement devrait dominer la situation au point de ne jamais remettre entièrement entre les mains de qui que ce soit, et à plus forte raison d'une collectivité qui n'a plus rien de commun avec un grand quartier général d'opération, mais qui est en réalité un gouvernement au petit pied, s'occupant de finances, un gouvernement au petit pied s'occupant de finances, d'économie politique et de diplomatie. » Le député Abel Ferry, finalement, tranchera l'affaire. Il n'y a qu'une question, défaillance du haut commandement, faiblesse du gouvernement. Donc on voit tout le monde un peu dos à dos. Le président du Conseil reconnaîtra que la préoccupation des chambres, c'était que le gouvernement ne laissa point échapper son droit constitutionnel. Le principe est celui-ci, le gouvernement dirige la guerre, il doit avoir toute autorité pour cela. Nous sommes fin 16. Je dirais, ce serait temps de s'en apercevoir, ou il serait temps de revendiquer cette affaire-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, on peut en écrire des tonnes et des tonnes sur le sujet. Une chose est certaine, pour reprendre ces vers de Musset, c'est qu'ils continueront d'aller deux par deux tant que le monde ira, pas à pas, côte à côte. Alors pour conclure, je crois qu'il faut regarder cette période difficile de notre histoire, qui fut incontestablement la plus grande rupture sociétale que nous ayons connue et la plus grande épreuve que nous ayons supportée à ce jour, en termes de pertes et de conséquences économiques. Mais nous avons su en sortir. Il faut s'en souvenir parce que commémorer, finalement, c'est faire mémoire ensemble, en fait tirer les leçons des mauvais jours. C'est la phrase du général de Gaulle descendant les Champs-Élysées le 26 août 1944. Il dit « Ce soir, Paris tire les leçons des mauvais jours ». Tirer les leçons des mauvais jours. Oui, c'est de dire voilà ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, voilà ce qui a été fait, qu'il a été bien et dont il faudra se souvenir, voilà ce qui a été fait et qui n'était pas bien et qu'il faudra essayer de corriger ou de faire autrement. Voilà. Alors la mémoire, ce n'est pas quelque chose de désuet, même un siècle plus tard, et les événements d'aujourd'hui nous appellent à nous souvenir de notre passé. Parce que si on regarde les régions troublées du monde qui nous préoccupent aujourd'hui, leur sort a été scellé par les traités au lendemain de la Grande Guerre. Et rien n'a été fondamentalement bouleversé depuis, en particulier par la Seconde, pour ce qui concerne, je pense en particulier, la Méditerranée orientale. Voilà. Se souvenir que la mémoire, quelque part, est un peu la sentinelle de l'esprit. Alors, bien sûr, tout ça est très théorique, quand on voit les difficultés auxquelles on est confronté. Mais c'est simplement se souvenir qu'avant d'essayer d'inventer, avant d'essayer de discerner les comportements des uns et des autres face à une situation donnée, il faut peut-être regarder ce qu'ils ont été à un moment ou à un autre de notre histoire, en bien et en mal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Simplement un petit point. J'ai écrit ce livre pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Vous y trouverez bien plus de détails que ce que je viens de vous donner. Tous les droits d'auteur sont reversés à Terre Fraternité, qui s'occupe de nos blessés. Non pas que l'État ne le fasse pas. L'État le fait, et de façon tout à fait remarquable, mais nous fournissons le plus dans l'urgence, parce qu'inévitablement, dès que l'État
fait les choses, il s'assure que les deniers de la République sont bien utilisés, donc il y a un certain nombre de vérifications, etc., etc., et de procédures. Et nous avons, nous, une procédure simple qui s'appelle la générosité. Voilà. Je vous remercie.